Hello, everyone. My name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Tess Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy on the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! 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 Woo! I can't wait to become the Pirates King. Welcome to the Straw Hats. On vous souhaite la bienvenue sur la chaîne une nouvelle fois pour parler de One Piece. Dédié au One Piece, si je dis bien cela, pour la culture nippone et du coup l'œuvre japonaise d'Oda, Eiichiro Oda, si je ne dis pas de bêtises. Deviant va vous l'introduire un petit peu une nouvelle fois. Et du coup, moi, ça me fait du bien parce que ça faisait longtemps que je n'avais plus parlé d'animé, voire culture manga depuis mon stream Dragon Ball sur ma chaîne éponyme, Ingerus Berserker. Donc, comment tu vas, Deviant Pork? Tu as un beau sweatshirt. C'est bien, on est dans la thématique. J'ai le petit chapeau de paille piqué à mon Kid Luffy. Et je remplace évidemment Sanji sur le bateau dont je ne sais plus le nom. Et c'est une honte puisque je suis le Going Merry de cuisine. Voilà, c'est ça. Le Going Merry si on parle de la première version. Deviant. Et le Thousand Sunny si on parle de la seconde à partir de Water 7. Voilà. One Piece, pourquoi, comment, dis-nous tout. Et on enchaîne tout cela pour cette première introduction. Et évidemment, on va revenir sur l'intro de l'intro, où on voyait les acteurs de la série live action de Netflix présenter leurs personnages, etc. Enfin, l'annonce officielle de chacun dans leur rôle respectif. Bah, One Piece, c'est un monument du manga, mais j'ai envie même de dire de la littérature moderne maintenant, qui est vraiment juste une série absolument immense, qui a commencé à être prépubliée comme beaucoup de mangas dans le Shonen Jump, donc ce magazine japonais qui recueille un grand nombre de mangas, donc des chapitres simples, et qui ensuite sont édités en tomes, en volumes, dans lesquels ont commencé Naruto, Bleach. Ouais, c'est ça, excuse-moi, on peut dire, pour les néophytes, on peut dire que c'est un peu leur phase d'essai, quoi, au grand public. C'est ça, c'est un pavé, Shonen Jump. Et en fait, après, selon les votes des lecteurs, ça va jouer sur la place du manga au sein du Shonen Jump. Donc, plus tu auras de votes, plus tu seras dans les premières histoires quand on ouvre le Shonen Jump, en fait. Republication, donc ça a commencé le 22 juillet 97 dans le Shonen Jump. Ouais, donc ça remonte, hein. C'est un des magazines qui a fait que l'auteur, je ne sais plus, honte à moi, de Dragon Ball, c'était justement Toriyama, lancé avec Dr. Slump. Et comme tu l'avais dit, des voilà. Comme Naruto. Et en ce moment, par exemple, comme Black Clover, comme Spy Family, comme Kaiju 8, qui maintenant fait son entrée en fanfare en France. Là. Il y a une publicité géante sur la Bibliothèque de France pour la sortie de Kaiju No. 8. Donc voilà. Et du coup, ouais, non, donc manga qui dure depuis plus de 20 ans et qui est vraiment un monument. Faut savoir que One Piece, actuellement, a vendu plus, alors que Batman est beaucoup plus vieux, date des années 40, One Piece a vendu plus de volumes que Batman. Il a rattrapé cette année. Donc c'est quand même assez immense. Et donc ouais, One Piece, en gros, qui est l'histoire qui suit Luffy, donc un jeune garçon, dans son rêve de devenir le roi des pirates. Qu'est-ce que le roi des pirates? Pour lui, c'est celui qui sera le plus libre sur les océans. Il faut savoir qu'on est sur un monde qui n'est pas le nôtre, qui est un monde particulier, qui est surtout énormément constitué d'océans, avec énormément d'îles un peu partout, et qui est séparé en plusieurs parties, qui sont quasiment infranchissables pour la plupart des gens pour aller d'une partie à l'autre. Au gré de son aventure, il va rencontrer des compagnons, ce qu'on appelle les Nakama, qui vont devenir les membres de son équipage. Il va évidemment aussi rencontrer des obstacles, différents ennemis. Alors que le but de Luffy est assez simple en soi, il va se retrouver par le fruit du hasard, par le fruit de ses actions, mêlé à des intrigues beaucoup plus importantes que lui-même, politiques propres à des pays, puis au fur et à mesure propres au monde entier. Et donc voilà, cette aventure qu'on suit avec ce petit équipage qui a commencé de rien,
et qu'on voit au fur et à mesure devenir un des piliers essentiels de ce qui se passe au sein du monde de One Piece. Donc on n'a pas de nom, on ne sait même pas comment s'appelle la planète. On peut même dire, grâce quelque part au fruit du démon qu'il mange, le Gomu Gomu. Alors effectivement, alors ça c'est dans le setup, il y a cet élément qui est propre à One Piece, des fruits du démon, qui sont des fruits, si on le mange, on obtient un pouvoir. Alors on sait ou pas lequel, il y a une encyclopédie, on sait qu'il y a une encyclopédie du fruit des démons qui existe, mais qui n'est pas très répandue, donc pour la plupart des gens c'est du hasard. Par contre, la malédiction qui va avec ce fruit du démon, c'est qu'on ne pourra plus jamais nager. C'est-à-dire que si on se retrouve dans l'eau... Luffy. On précise pour celui de Luffy. Non, pour tous. Tous? Ah ok, je ne savais pas. Autant. Ah non, c'est tous les fruits du démon. Du moment qu'on en mange un, on ne pourra plus jamais nager. Ce qui est assez rigolo, parce que imagine un homme poisson qui mange un fruit du démon, bah c'est fini, il peut plus nager non plus. Et sachant qu'on peut manger qu'un fruit du démon. Déjà ça, c'est important à retenir, mais je veux dire, c'est déjà bien pensé par l'auteur de se dire, je fais une œuvre des pirates, bah, si tu manges le fruit du démon, hop, grosse difficulté pour toute la narration. Complètement. Et il faut savoir que tu as plusieurs types. En fait, tu as 3 types principaux de fruits du démon. Tu as ce qu'on appelle les paramécias, Ouais. les zoans, et les troisièmes, c'est ceux genre Eneru ou le fruit de la lumière. C'est tous ceux qui te transforment en éléments, en fait. Comme le fruit de la glace, Daokiji, et ainsi de suite. En gros, les zoans, c'est ceux qui se transforment en animal, qui permettent de transformer en animal, ou en humain, par exemple, pour Chopper. Et les paramécias qui sont... Alors là, qui réunissent plein de choses. Dans les paramécias, en fait, tu mets tout le reste. Ça peut être le fruit du caoutchouc, ça peut être le fruit de création de la cire, ça peut être le fruit de transformer les gens en jouets, ça peut être énormément de choses. Ok. Mais du coup, ça, voilà, ça sera sûrement, vu qu'il y a plein de choses à traiter dans cet anime, je pense, pitchera et expliquera à travers divers streams sur cette chaîne, qui, je crois, sera très sympa aussi bien pour nous que pour vous. Donc voilà, on l'a dit, One Piece, live action surtout, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Si jamais il y a des néophytes qui regardent cette émission par la suite lors du replay de One Piece, du One Piece ou de l'équipage de Monkey D. Luffy, premier membre dont on peut... Oui, avant de parler des membres aussi, ce serait bien, je l'avais dit un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite annonce, voilà, ton ressenti sur le live action, bien que je le connais un petit peu, mais voilà, on ne sait jamais pour les viewers. Dis-nous tout. Alors, déjà, je pense même avant ça, je vais un peu me situer par rapport à One Piece. Oui, pas de souci. Ça doit faire, quoi, peut-être 15 ans, plus même. 15 ans, je pense, peut-être, que je suis One Piece, que j'adore One Piece. Donc, voilà, Goda, c'est un surnom qui est pas usurpé. One Piece, j'ai du One Piece ici, j'en ai d'autres. J'ai mon Luffy derrière, j'ai du Chopper, j'en ai pas mal. J'ai du manga One Piece. En plus, ça c'est le 99, ce qui fait qu'avec le 100 et le 101, ça sera un triptyque de couverture qui se rejoindront les unes aux autres. Donc avec Big Mom, Luffy dans celle du milieu et Kaido dans la troisième, dans le 101. Donc voilà, non, je suis un gros fan de One Piece. J'ai arrêté de suivre l'animé depuis un moment, faudrait que je m'y remette. Par contre, je lis le manga toutes les semaines. Par contre, il y a des pauses sans exception. Donc voilà, je suis un gros fan de One Piece. J'ai vu des centaines d'heures de vidéos de théories, d'analyses, de ce que tu veux. Je suis pas mal de youtubeurs, surtout américains, genre Taking 101. J'ai pas mal suivi Roger's Base à une époque, Kings of Lightning, les Totally Not Mark avec la relecture. Enfin voilà, tous les gros youtubeurs One Piece classiques. Donc voilà, ça c'est déjà pour expliquer du coup ma subjectivité, sachant que je suis clairement un gros fan One Piece. Et que c'est une des œuvres les plus riches qui existent, enfin, c'est juste incroyable. Pour les anglophones, je vous conseille vraiment justement la découverte de One Piece par un vidéaste américain qui s'appelle Daniel Green, qui fait plutôt dans la fantasy habituellement, et c'est ultra intéressant. Et lui-même est devenu fan, en tant que personne qui aime le world building de la fantasy. One Piece, forcément c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, donc évidemment... Oui, excuse-moi pour les termes anglais, world building, c'est toute la construction autour d'une œuvre, hein. C'est ça, pour mettre vraiment... C'est ça. Ça veut dire qu'autour de ton histoire et autour de tes personnages, t'as ce qu'on appelle le world building. Donc c'est vraiment la création de l'univers en lui-même. Donner l'impression au lecteur, montrer au lecteur que c'est un univers qui existe par lui-même, qui a une réalité, qui a des règles, ça peut être la construction politique, ça peut être le système de magie, ça peut être plein de choses, ça peut être l'histoire de ce monde-là. Vraiment faire ressentir au lecteur que c'est un monde qui a existé avant que l'histoire qu'on te raconte, qu'il a une histoire qui lui est propre.
Et voilà, et ça c'est une des richesses justement de One Piece. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est quelque chose qui est très présent, où on sent vraiment que c'est un monde qui a eu une histoire avant qu'on arrive, qui aura une histoire après qu'on soit reparti, avec un système politique. Game of Thrones, par exemple. Comme les premiers, enfin la trilogie originale Star Wars, celle des années 70, etc. Exactement. Exactement, où on sent bien qu'il y a une histoire avant, qu'il y aura une histoire après. Et donc voilà, One Piece, c'est très porté là-dessus. Donc, évidemment, comme tout gros fan, enfin, on va dire comme 90% des gros fans de One Piece, et puis des fans d'anime en général et de manga en général, quand on t'annonce une adaptation, tu le sens pas. Quand on t'annonce une adaptation Netflix, tu le sens encore moins. Donc, ouais, non, d'avance. Après, voilà, je fais partie de ceux qui essayent toujours de rester objectif, même si je suis souvent déçu après. La personne qui a été choisie comme showrunner de la série est un gros fan de One Piece. Pour ceux que ça intéresse, justement, il y a une émission qui s'appelle La Rêverie. Les fans de One Piece comprendront la référence à Rêverie, qui a un petit arc particulier dans One Piece. Mais du coup, il y a des vidéos qui sont faites, si tu veux, c'est plein de youtubeurs très connus américains de la communauté One Piece, dont certains que j'ai cités, qui se réunissent quand ils le peuvent pour faire un live super long, en fait, où ils tournent. Et entre autres, il y en a un justement où ils avaient eu l'occasion, par le biais de Rogers Base, d'inviter le showrunner de la série. Et il s'avère qu'effectivement, le mec est un gros fan de One Piece. J'ai pu l'écouter du coup en live. Et le mec connaît son One Piece, il n'y a rien à dire. Voilà, pour une fois au moins, on a quelqu'un vraiment qui, avant même que le projet se monte, était déjà lui-même un connaisseur de l'univers One Piece. Et on précise, de ce que j'ai compris il y a un moment, que pour Dragon Ball, on était sur vraiment une toute autre production. Le but n'était vraiment pas le même, sachant qu'en plus Dragon Ball était sorti il y a très peu avant que la prod se fasse, quoi. Dragon Ball, c'est un des rares projets. Excuse-moi, que quoi qu'il se passe avec cette série Netflix, parce que c'est une série pour ceux qui ne le savent pas, qu'on soit déçu ou pas du résultat final par la suite, les bases sont totalement différentes. Voilà, on est certains, on va en reparler par la suite, qu'il y a toujours un côté marketing. Ça, on ne peut pas le dénier, faire genre que non, c'est pas pour faire du business dans les premières lignes, mais voilà, le rapport est totalement différent pour le reste. Je te redonne la parole. On parle du manga le plus vendu au monde. De toute façon, quand tu reprends cette franchise-là, pour l'adapter, forcément, il y a une énorme histoire de business derrière, de toute manière. Voilà. Je dis, One Piece, en termes non seulement de manga, j'ai vu il n'y a pas longtemps, justement, on pense que la fortune personnelle d'Oda, elle est estimée à 230 millions de dollars grâce à One Piece. Sachant qu'il touche que sur les mangas, il touche pas sur la plupart du merchandising. One Piece, c'est un mastodonte en termes de merchandising, en termes de... Tu l'as dit, ça dépasse. Dérivés, tout ça. Moi, ça a dépassé Batman par rapport au comics. Ouais. Mais il faut bien comprendre que c'est même pas sur le, c'est pas sur le manga en soi-même qu'une franchise fait le plus d'argent. C'est sur tout ce qui est à côté. C'est sur les figurines, sur les sacs à dos, sur les t-shirts, sur les pulls, sur tout ça. Ça aide beaucoup. Voilà. C'est là où vraiment le plus d'argent est fait. Mais donc voilà. Donc après, tu parlais de Dragon Ball. Dragon Ball, faut savoir que c'est un des rares projets où même le scénariste s'est excusé plus tard en disant, effectivement, je suis désolé. On m'a proposé ça. Je l'ai fait comme une franchise quelconque. J'ai pas compris, j'ai pas cerné sur le moment l'amour des fans et comment dire, l'implication des fans dans la franchise. Et je suis passé à côté. Je suis passé complètement à côté de ce que j'aurais dû faire et voilà, mais à culpa. Donc déjà au moins ça c'est bien. Ensemble, voilà, ça c'est pour la parenthèse que bon, ouais, il l'a reconnu. Donc One Piece, autant du coup oui, à ce côté-là que je respecte. On parlera des acteurs et je doute pas une seconde de leur bon vouloir et j'imagine bien que des jeunes acteurs qui se retrouvent sur une telle franchise, leur envie c'est de se faire un nom et de faire leur maximum pour faire bien les choses. Surtout que, excuse-moi, il me semble, c'est à travers le live que vous avez fait chez Megamax, que l'actrice Emily Root qui joue Nami est une grosse lectrice aussi du manga. Ah, ça je savais pas. Mais il me semble avoir vu ça. Après, voilà. D'accord. Mais après, je vais pas mentir. Même si je suis prêt à leur laisser leur chance, je vais pas aller sur le Twitter des acteurs en disant oui, barrez-vous ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Je sais, suis pas convaincu de base. Aussi, ouais.
Après, je t'avoue, on va en parler, mais de par le projet en lui-même, il y a des choses qui font que j'ai du mal à être convaincu que ça... Tu as rajouté par rapport du coup, à cette annonce Netflixienne de la série live action Bah, il était temps, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, très longtemps qu'on sait que la production est en cours. On avait eu très peu d'infos pendant vraiment un bout de temps. Dernière en date avant le casting. Excuse-moi, il n'y a rien qui leak, à part le casting qui a leaké, enfin, qui a fuité quelques heures avant l'annonce officielle de Netflix. Bah, Emily Rudd, ça faisait longtemps qu'on le savait, enfin qu'il y avait des grosses rumeurs par rapport à ça. C'est la seule où vraiment, ouais, Emily Rudd, par contre, on le savait depuis un moment. On se doutait que ça serait elle. Mais à part ça, non, ouais, il y a que quelques heures avant. Sinon, en info officielle qu'on avait eu avant, c'était le logo. On avait juste le showrunner, on avait eu le logo. C'est un logo, ça me... Bon, je m'en fous un peu. C'est pas le plus important. Après, si, il y a un truc qui me dérangeait par rapport au logo, qui est pas son aspect en soi. Par contre, alors quand tu es un gros fan de One Piece, et que tu connais un peu l'univers des théories et compagnie, en fait, le logo de One Piece, tel qu'on le voit là... Ouais, il y a le feed dedans, etc. Non, ouais, mais alors, ça va plus loin que ça. C'est que c'est hyper précis. Le logo en lui-même est un indice sur la série. C'est-à-dire que la façon dont l'encre, le E qui forme l'encre avec la corde est relié au début du logo, tous les éléments qui le composent sont en réalité un indice sur le déroulement de l'histoire. Qu'on n'est pas sûr d'avoir cerné, mais en tout cas, il y a un indice caché là-dedans. Donc, le fait de changer le logo, la seule chose qui m'embête un peu, c'est que du coup, tu changes ce truc-là, qui est hyper important. Le logo n'est pas fait par hasard. Il y a vraiment une histoire. Le logo raconte une histoire qu'on n'est pas sûr d'avoir décryptée, mais ça a été fait précisément. Donc voilà, c'est la seule partie. Après, donc voilà, donc je pense qu'il était temps effectivement qu'on ait des infos en plus. Après, là, je crois que les acteurs commencent à se réunir maintenant sur les lieux de tournage. C'est en Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, les premières infos qu'on a eues, c'est Cap Town, c'est ça, en Afrique du Sud. Ouais, voilà, on a vu la photo de Luffy en avion. Ça fait un moment déjà que le showrunner lui-même postait justement un peu ses aventures en Afrique du Sud. Donc voilà. Après, bon, on va voir maintenant. On va en parler plus précisément des acteurs un par un. Ok. Du coup, on va faire acteur-personnage. Le premier qu'on a eu, je n'ai plus le nom, plus là sous les yeux. C'est un jeune... Luffy ouais, pour Luffy. Un jeune acteur latino. Inaki Godoy. C'est ça, Inaki Godoy. Est-ce que tu connaissais un peu? Moi, en tout cas, pour ma part, non. Découvert. Alors, ça fait pas très mexicain déjà, ce qui est assez étonnant. Souvent, c'est marrant, il y a un nom qui sonne plutôt très japonais, enfin un prénom surtout, Inaki. Ouais. Alors, c'est un petit changement par rapport au perso. En fait, si tu veux, ils ont essayé de suivre parce que Eiichiro Oda. Une liste, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Avec les origines. Alors, ce qui est assez rigolo, parce que du coup, pour la plupart, il y a des pays, sauf Usopp, où là, c'est Afrique. Du coup, ce qui est vachement moins précis. Mais du coup, Luffy, qui était considéré comme brésilien, bon, mexicain, ça va, on est à côté, on va faire avec. Ça passe, quoi. On va pas chipoter à ce point-là. Ça peut le faire, ouais. Oui, puis bon, sur le passage de manga à live action, sur les ethnies, je veux dire, tu peux te permettre d'être assez large quand même, à part des cas précis, enfin... C'est ça, voilà. Et puis, excuse-moi, Odell avait dit, je pense que tu l'as vu, ça a eu, évidemment, si on n'a rien eu pendant longtemps, il a dit, ça a pris longtemps pour parler au niveau du casting international, de chercher, discuter, enfin, sur tous les aspects que les personnages représentent. Mais voilà. déjà, tu sais, il y a vraiment une ambivalence. Enfin, si tu veux, il y a cette contradiction de autant je les envie de bosser sur une franchise pareille, autant j'ai envie aucun d'eux de bosser sur une franchise pareille. C'est vraiment. Ouais, tout ce que tu vas expliquer, je comprends. Bah ouais, je les envie de bosser sur une franchise pareille parce que c'est One Piece et que voilà, c'est juste incroyable. Ouais, puis ça en même temps, ça va annoncer une bonne partie de leur carrière, tu vois, pour la plupart d'entre eux. Ou pas. Mais justement, ou pas. C'est qu'en même temps, tu t'attaques à une franchise comme One Piece et que tu as une pression. Enfin, faut se rendre compte, même pour les non-lecteurs ou quoi, faut se rendre compte de ce que c'est One Piece dans le monde. C'est juste une œuvre qui est tellement suivie, tellement adulée par un nombre de gens à travers le monde. Normalement, ceux qui viennent nous regarder, qui ont lu, vu ou pas du tout, qui sont vraiment grand public, néophyte à tout ça, amateur, je pense que vous avez entendu parler au moins une fois de One Piece. C'est ça. Avec des films qui sortent au cinéma, avec du merchandising qu'on voit absolument partout. Enfin, c'est devenu une œuvre assez majeure.
Du coup, Inaki Godoy. Inaki Godoy, on va y arriver. Inaki Godoy, qu'est-ce que tu en penses? Réticent de ton côté? Pas du tout. Comment tu te resitues par rapport à ce que tu connais de Monkey D. Luffy? Et on va vous pitcher un peu ce que représente dans les grandes lignes Monkey D. Luffy forcé. Je trouve qu'il dégage, cette énergie. Il a cette énergie comme ça continuelle, tu vois, toujours un peu, il a toujours l'air d'avoir bu 30 energy drink. Et il a ce côté un peu enfantin, innocent, qui est vraiment propre à Luffy. Même si, évidemment, ça évolue, même s'il le garde toujours, mais bon, après, c'est forcément, il y a une histoire d'ambivalence selon les moments. Mais voilà, Luffy, c'est comme un personnage c'est le personnage. Ça, on en parlait dans Génération Manga, justement, quand on parlait des Neketsu. Excuse-moi, le héros. Dans l'aspect du début de Luffy, en tout cas, on peut retrouver, pour moi qui suis gros amateur de Dragon Ball, qui a été très marqué par ce manga animé globalement, on peut dire que dans les premières traces, il a un peu de Goku du début, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est le héros de Neketsu. Le principe même de ce qu'on appelle le genre Neketsu, c'est un héros au grand cœur, naïf. Ça veut dire, c'est Goku, c'est Naruto, c'est Luffy, c'est Asta dans Black Cover. Enfin, voilà. Maladroit, il va vouloir faire bien les choses, etc. Vraiment, maladroit forcément, mais vraiment, voilà, ce héros au grand cœur, avec cette énergie, avec cette pureté, ça, c'est vraiment l'élément essentiel du Neketsu de base. Donc, et je trouve que cet acteur, effectivement, il a ce côté-là, il a ce côté physiquement déjà un peu enfantin, un peu très jovial. Et en plus, il y a cette énergie dans les quelques fois où je l'ai vu, du coup, en vidéo, là, s'exprimer ou quoi. Tu sens, en plus, il a l'air super content, voilà. Donc, il y a ce sourire, le sourire. Tous les lecteurs de One Piece savent à quel point c'est important. Voilà. Il y a quelques photos aussi où tu peux le dire, voilà, commencer à se dire, ça peut le faire, ça peut le faire. Ouais, et puis Luffy, c'est celui qui sourit même devant la mort. Même au moment, à la seconde où il sait que sa mort est en train de venir, il va afficher un grand sourire. C'est Luffy. C'est Luffy, c'est Lady, ils sont comme ça. Et du coup, je trouve que voilà, il colle. Si on parle juste du choix de casting d'acteur, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose. Maintenant, à voir ce que ça a donné dans les moments badass. Quand, par exemple, il envoie des grosses patates sur Arlong, ça, il faut voir. Là, de toute façon, on parle vraiment du côté très, très superficiel de physiquement et de la première impression dégagée. Après, évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a l'écriture, qu'il y a le contexte, la série en elle-même, il y aura le jeu au sein de scènes dans une série. Il y a énormément d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. C'est ça. Là, on en reste vraiment à la partie superficielle de la première découverte, des premières impressions. Et merci beaucoup. Et du coup, Luffy, globalement, moi, je vais partir sur le physique pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous voyez, chapeau de paille, le petit boléro rouge, short, on peut dire en jean, les petites claquettes. Et aussi, tu l'as déjà en fait fortement bien dit, c'est le personnage typé Neketsu, tel que Goku, donc vraiment le mec qui, certes, a une grosse ambition, mais, comment dire, par sa maladresse, plein de choses, va se constituer une équipe autour de lui. Moi, c'est le genre de personnage que j'accroche beaucoup, même si Naruto, j'ai eu du mal il y a des années, parce que peut-être trop enfantin à ce moment-là, enfin, j'étais pas le public ciblé, je pense, au moment où j'ai voulu le tester, mais globalement, c'est le genre de personnage dans lequel je peux m'identifier très fort dans leur manière d'être générale. Donc voilà, c'est pour ça aussi que globalement, Goku, je me suis même tatoué, toi tu sais, voilà ici, tellement ça m'a marqué par tout cet aspect et tout le reste. Donc oui, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas lu, je l'ai peut-être dit avant, enfin je ne sais plus, le manga, et parce que même si ça coûte moins cher que les comics, etc., je suis très vite parti sur cette culture-là. Et puis, d'une certaine manière, c'est vrai que plus facile, dans certains cas, comme pour ici, d'aller sur les animés. Il y a à l'époque, chez nous en Belgique, voilà, je suis un petit Belge, ça passait sur MCM. Et du coup, en fait, avec mon jeune frère qui, lui, est plus porté sur cette culture-là, on avait su voir les débuts. Je crois qu'on avait vu une grosse partie de East Blue. On avait même été plus loin. Peut-être dans certains épisodes, tu me diras où ils sont dans une sorte de désert, etc. Je ne sais plus sur quel c'était avec. S'il te plaît. Alabasta, le désert. Voilà. Ceux qui savent, c'est bien que tu le resitues en tout cas. Et donc, ouais, on était un peu bien situés. J'avais vu même des trucs qui ne sont pas du tout dans cet arc.
Mais vraiment, voilà, c'est avec les études, etc., pas du tout pouvoir. Donc, comme vous l'avez compris, lui a regardé tout ça à main finie, je pense. Ah, moi, je suis au C'est- chapitre actuel de la semaine. Donc Voilà. j'ai lu le chapitre de la semaine dernière. Donc, comme toi, hein, ce que je dis, c'est dommage que, par des choses personnelles qui fait que je n'ai plus contact avec lui pour ce genre de trucs. Mais voilà, si vous voulez, comme ça, vous savez cette anecdote que l'un est parti sur la culture anglophone et l'autre sur la culture, on va dire, nippone. Mais donc voilà, j'ai été un peu bercé par ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, ouais, moi, ça me parle un petit peu. Une nouvelle fois, je te rejoins dans ce qu'on dit de l'acteur sur Godoy, donc, qui, je trouve, dégage cet aspect de ce que je connais du personnage. Maintenant, il faut voir le reste. Et pour le reste, c'est ça que j'en reviens à toi une nouvelle fois parce que moi, j'ai pas lu le manga. J'ai vu très peu l'animé. Et grâce à toi, j'ai vu un film qui fait le global mix, un peu si on peut dire, retranscrit l'arc Is Blue, un long titre que je vous mettrai dans l'espace commentaire, je pense, pour ceux qui souhaiteraient découvrir en tout cas One Piece comme ça. Et ben, c'est comme on a dit, tout ce qui se dégage de ce que tu as pu vraiment déclarer de ce personnage se retrouve dans l'animé. Vraiment, le personnage, une nouvelle fois, archétype Neketsu, qui, je pense, pourrait me plaire en live action. Après avoir le reste, justement, c'est ça que j'en reviens à toi. On a parlé de quelques traits de caractère du personnage, du physique. Il y a c'est le seul perso, il me semble, en tout cas, de ceux dont on parle aujourd'hui, qui a mangé un fruit du démon, le Gomu Gomu Muri, il me semble. Nomi. Gomu Gomu Nomi. Numi, c'est ça. Le fruit du caoutchouc. C'est ça, le fruit démon du caoutchouc. Est-ce que tu peux nous en parler? On l'a dit plus tôt, ce qui fait qu'en difficulté, il a déjà un gros problème. Lui, il ne peut pas nager, alors que c'est un pirate. Et le reste, du coup, ce qui donne un aspect très punchy, ce qui, moi, m'a un peu surpris, vu que je ne suis plus dans cette culture-là depuis un moment, m'a rappelé un peu de Dragon Ball, dans la manière de combat très, très vif, etc. Enfin, très manga, en fait, dans cette culture. Mais tu en diras plus que moi, avec d'autres termes. Donc, vas-y, je t'en prie. Ouais, donc par accident, enfant, il a mangé le Gomu Gomu Nomi, donc le fruit du caoutchouc, qui avait été à la base récupéré par l'équipage de Shanks, le grand personnage de l'univers One Piece. Et donc oui, donc il y a le fruit du caoutchouc qui lui donne la capacité d'avoir les propriétés du caoutchouc, donc de pouvoir s'étendre d'étendre ses membres de manière très importante. Et c'est marrant parce que déjà, en fait, dans le début, par rapport au film que j'ai vu qui retrace donc des éléments du manga et de l'animé, tu as plein d'éléments, on va dire, réalistes. Et puis, en fait, tu vois le gamin, il mange un truc, tu sais pas ce que c'est. Il y a déjà un indice. Et donc, voilà ce qui est le fruit du démon. Et juste après qu'il l'ait mangé, il lui tient la main. Et on voit le fils continuer à avancer avec son bras qui s'allonge. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bah ouais, parce que les fruits du démon sont quand même assez rares. Alors surtout sur Is Blue, c'est quelque chose qu'on voit très peu sur la partie du monde de One Piece dans laquelle Luffy est né, qui est beaucoup moins rare quand on arrive dans des parties suivantes du monde de One Piece. Mais à ce moment-là, qu'il est énormément. Et donc il y a un fruit qui lui donne les capacités, donc les propriétés du caoutchouc. Donc il peut gonfler, il résiste aux balles. Ça sert à rien de lui tirer dessus. Par contre, il est tributaire il est faible face aux coupures, donc par exemple les épées. C'est ça que je ne savais pas comment situer par rapport au film, mais c'est bien qu'on parle. Ah, tu vois, une petite parenthèse intéressante. On parlait vite fait de Baggy en off tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Baggy, c'est pas pour rien. Niveau pouvoir, c'est l'opposé de Luffy. Là où Luffy résiste aux balles, par contre, est très sensible aux coupures et tout ça, Baggy, c'est le contraire. Baggy n'en a rien à faire des épées ou des coupures. Par contre, il est sensible aux balles ou aux coups. Et c'est pas pour rien si les deux sont complètement opposés. Et donc voilà, Luffy, on peut lui taper dessus à coups de poing ou machin, à moins de se servir d'un pouvoir qui apparaîtra plus tard dans l'histoire, ça ne sert à rien. Et donc voilà. Et au fur et à mesure, il va apprendre à servir de son fruit de manière de plus en plus poussée. Évidemment, comme dans tout bon Neketsu, il y a des évolutions de capacité et de pouvoir. Et donc voilà, sur le début, on a vraiment que le haut de l'iceberg de ce qui est possible avec le fruit du caoutchouc. Et petit à petit, on va découvrir qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce que l'on croyait au départ. Mais il est déjà un peu overcheaté là où Goku, du début de Dragon Ball, avec son coup sur la tête, etc., lui, va réapprendre
d'une certaine manière ses capacités, non? Il est overcheaté, oui et non. Il est C'est ça que je dis overcheaté d'une certaine manière, tu vois, par rapport aux autres personnages, à ce qui se passe au début de ce que j'en Voilà. sais. parce qu'il est overcheaté par rapport au péon du camp. Parce qu'il a passé énormément de temps à s'entraîner dans les bois avec de par Garp, son grand-père qui le balançait dans n'importe où dans la jungle, plus tout le temps où il a été avec Ace et quelqu'un d'autre. En revanche, on découvre très très vite dans le manga qu'il est pas du tout overcheaté par rapport à plein d'autres gens. Et ça va très vite à ce qu'il rencontre ses premières difficultés. Donc, après, sur le type de combat, alors ça, c'est un des trucs qui me fait peur, par contre, sur la série, puisqu'effectivement, c'est un type de combat qui est difficile à rendre en live action. Le fils, quelqu'un, bah voilà, c'est le fruit du caoutchouc, c'est quelqu'un qui bondit partout, qui se déplace extrêmement vite, qui sert énormément de ses capacités. Normalement, les gens, excuse-moi, ont pu comprendre, si vous connaissez un peu l'univers comics, on ne sait jamais, c'est le pouvoir équivalent d'Elastic Man ou encore de Monsieur Fantastique, Reed Richards, en termes de rendu. À peu près. Alors, pas exactement, Oui. mais à peu près. La différence, c'est que, par exemple, un Mister Fantastique peut vraiment, peut vraiment se diriger dans n'importe quel sens, il a contrôle sur toutes les parties exactement de son corps. Pareil pour Plastic Man chez DC. Alors que Luffy, c'est vraiment plus se servir de son corps comme d'un élastique. Ça veut dire que son bras, par exemple, il va pas juste pouvoir l'étendre comme ça directement. Ouais. C'est plus une notion où il s'en sert comme un élastique qui va tirer et étendre, tu vois. Oui. C'est juste cette différence-là, en fait, dans la propriété. Ouais. Voilà, c'est une petite différence minime, mais qui est une différence. Mais et ce qu'il y a, c'est que ouais, ça va être dur à rendre en image, parce que vraiment, c'est très particulier. Je veux dire, il faut un pognon fou pour rendre ça. Au niveau des chorégraphies de combat, même pour se déplacer, je veux dire, quand ils arrivent sur une île, combien de fois c'est arrivé que le fils soit sur le bateau, se serve de lui-même comme du catapulte pour directement aller visiter l'île avant même qu'il ait le temps d'accoster sans attendre son équipage. Tu vois, c'est tous ces genres de petites choses. Où vraiment... Et puis c'est vrai que, excuse-moi, par rapport aux effets visuels d'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Les images de synthèse continuent de vieillir très mal. Donc maintenant, il faut voir, parce que de ce que j'ai appris, non, ou c'est sur une autre série, je ne sais plus, il me semble, c'est dommage, j'aurais dû vérifier forcément pour l'émission, que la technologie pourrait être la même qu'utilisée dans The Mandalorian. Mais c'est ça que je dis, j'ai peur parce que je n'ai pas vérifié vraiment quelques minutes avant l'émission. Bah, quand tu parles de The Mandalorian, là on parle au niveau des... l'aspect des corps, donc là voilà. On parle vraiment du corps. Pour ceux qui savent pas, c'est que Mandalorian, en fait, c'est dans les nouveaux types de studios de Disney. Ça veut dire que c'est des sortes de grands dômes avec des écrans LED qui font tout le tour et qui permettent, au-delà du fait que ça permet du coup de placer ses acteurs dedans et d'avoir ces décors partout autour, qui a premièrement l'avantage de reproduire la lumière, donc d'avoir la lumière qui va se réfléchir de manière réaliste sur les acteurs, mais en plus, ça permet d'associer ce système à un système qui est géré en général par Unity, donc par ordinateur, pour tout ce qui est des décors, qui va permettre en temps réel de modifier les décors. Tiens, cette montagne-là au fond, elle est trop haute, bop, je la baisse. Tiens, là, je vais rajouter un rocher. Tiens, là, je vais rajouter une baraque. Et voilà, il y a un technicien qui peut tout faire en live. Les acteurs en termes d'immersion, voilà, tu les aides un peu plus. Et d'ailleurs, ils avaient un set comme celui-là pour le tournage Mandalorian. Entre-temps, Disney en a construit d'autres. Donc, il y en a 2 maintenant à Los Angeles, un à Londres et un autre, je sais plus, je crois que c'est en Australie, mais je suis pas sûr. Mais voilà, je crois qu'ils en ont 4 maintenant dans le monde. Donc voilà. J'essaierai de revérifier sur Google pour le prochain live. Du coup, ouais, moi qui dis Luffy, bah ouais, gros pari risqué en tout cas pour comment dire, les effets de fight quoi, au niveau du fruit du démon. C'est vrai que là, ça soulève la question parce que c'est le personnage quand même de l'œuvre. Et puis pour tous, j'ai envie de te dire, enfin, après moins Usopp sur le départ, moins Usopp Unami sur le départ par exemple, mais on va en parler de toute façon. Mais ça sera quelque chose qui sera en commun à tous de différentes manières. Mais c'est vrai que c'est un monde, de toute façon, c'est un monde qui est extrêmement difficile à rendre en image, dans tous les cas. Et déjà, quand je vois qu'ils ont du mal à reproduire des mondes comme celui de Cowboy Bebop, ou comme celui de... Enfin, comme d'autres, comme ça a été le cas avec Dragon Ball, comme ça a été le cas avec d'autres choses. Bah, Death Note, c'est moins sur la représentation du monde que sur l'écriture. Parce que Death Note, on est sur un monde qui est totalement le monde normal. Là, c'est vraiment un problème d'écriture. Je comprends ce que tu veux dire. Déjà, même si en écriture, ça a du mal.
Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il se rajoute vraiment le setup. Ça veut dire que c'est un monde Le hyper world particulier. building, comme tu disais avant, c'est ça. C'est un monde fantastique, hyper particulier, avec différents types de... Il n'y a pas que des humains, il y a aussi d'autres types de créatures. Même les humains, un humain, ça va entre une taille normale et 12 mètres, 20 mètres de haut, sans compter les géants et une race encore plus grande que les géants, et ainsi de suite. La c'est race de donc, Oz, pour ceux qui connaissent. L'introduction de Luffy, tu as un énorme serpent des mers, si je puis dire ça comme ça. Oui, un roi des mers. Ah ouais, un roi des mers. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont être très compliquées. Donc, alors, je sais qu'ils ont un gros budget, mais là, on parle de budget. Enfin, c'est du Jurassic Park, le bordel. Quoi. Donc, pour une série Netflix, j'avoue que je suis un peu perplexe quand même. Voilà. Mais donc, pour le début, en tout cas, on est, en tout cas, de ce qu'on dit de Luffy, on est autant curieux que mitigé. On Voilà. peut donc Là, passer... Oui, vas-y, dis-moi. Non, pour ça, là, pour l'instant, autant parler déjà vraiment vraiment des acteurs et des premières impressions. Comme ça, après, on pourra revenir vraiment sur la partie par rapport au rendu, tout ça, parce que c'est vrai que c'est encore deux choses séparées. Donc, le monde qui dit Luffy, pour l'instant, on est bon. Je valide. Sur le choix, je valide. Et on précise, c'est le premier arc. Hein. C'est ça aussi qu'on ne veut pas trop vous perdre aujourd'hui dans la présentation. C'est l'arc East Blue qui devrait être traité dans la première saison. 8 épisodes normalement de Netflix. On voit le monsieur derrière toi, cheveux verts, Zoro, Renoir. Alors, Zoro, joué par McKenyu. Qui lui est un acteur un peu plus confirmé de ce que j'en ai vu et du palmarès aussi, du reste de films que j'ai pas vu. Qui a joué dans pas mal d'animations de manga en plus justement, dont Kenshin. L'adaptation, tu veux dire, ouais. Ouais, dont Kenshin le Vagabond et encore d'autres. J'ai regardé quelques scènes avec lui, alors je connaissais pas du tout le monsieur. J'ai eu assez peur dans la première vidéo, parce qu'on avait l'impression qu'il faisait partie de BTS ou un truc du genre. Il faisait très star de J-pop ou de K-pop. Par contre, du coup, effectivement, c'est vrai que le rendu un peu faussé sur cette première vidéo, quand on le voit dans sur d'autres choses, on voit qu'il est quand même beaucoup mieux bâti que dont on a l'impression là. Et j'ai eu la curiosité du coup d'aller voir quelques scènes, dont celle justement de Kenshin le Vagabond. Du coup, ouais, non, ça a l'air de quelqu'un. Bon, ils ont pris quelqu'un qui. Oui, il a déjà des sabres. Excuse-moi, oui, il a déjà des sabres. Voilà, j'allais dire, ils ont pris quelqu'un qui déjà avait fait ses preuves en termes d'arts martiaux et en l'occurrence en termes de maniement d'épée. Donc au moins là-dessus, ils ont vraiment fait le choix effectivement de prendre quelqu'un, voilà, qui avait déjà réellement eu de l'entraînement en termes de swordmanship. Et du coup, ça fait plutôt plaisir. Au moins qu'ils aient vraiment fait cet effort-là, ce choix-là d'aller prendre quelqu'un qui partait pas de zéro, parce qu'on parle quand même de Zoro, dont faut rappeler quand même que le but dans le manga, c'est de devenir le meilleur épéiste du monde. Ça m'aurait emmerdé qu'ils prennent un type qui n'a jamais manié de sabre avant le tournage. Donc voilà, au moins il y a ce truc-là de, ok, il sait quoi faire avec des lames dans les mains. Dans la bouche, je sais pas, on verra, mais dans les mains, il sait déjà. Au moins, c'est ça que je voulais dire pour cet aparté que je t'avais déjà communiqué aux autres, même chez Megamax, et que j'avais un peu dit sur Twitter, le truc des trois sabres. Pour le fiche, je peux comprendre la difficulté, parce que ça fait partie du personnage, enfin, c'est physique, que Zoro, avec 2 sabres déjà, s'ils arrivent à faire des trucs bien. Non, mais déjà, moi j'imaginais direct le moment en live action où il allait dire le nom. Ça passe un peu chier, quoi, par rapport à l'essence du personnage, 3 sabres, etc. Comme dans tout manga, quand ils attaquent, ils donnent le nom de leurs attaques. Donc j'imagine Zoro avec son katana dans la bouche. Ça fait ridicule. Ouais, ça va être... Mais voilà, ouais, ça, le coup des 3 sabres, ça fait partie des choses, par exemple, qui peuvent marcher en anime, mais qui sont extrêmement compliquées à rendre en live action. Et ouais, là-dessus, j'ai une grosse incertitude quand même, on verra. Déjà, 2 épées, il faut savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, forcément. Déjà, du côté réaliste, c'était déjà très rare au Moyen-Âge, ce genre, dans le monde féodal. Donc, s'ils arrivent à transcrire un acteur qui manie les deux, d'une certaine manière réaliste, hormis tout le côté fantastique forcément de l'œuvre, j'aurais dit, ce sera déjà ça de bien dans l'adaptation. Au Japon, c'était pas si rare que ça, parce que en fait, t'as le principe de l'épée longue et de l'épée courte. Et du coup, si tu regardes, énormément de samouraïs ont les deux. Alors j'ai plus les noms techniques, les spécialistes m'en voudront. Mais en fait, chez les samouraïs, voilà, tu as très souvent ce principe d'épée longue et d'épée courte. Donc, il est arrivé assez régulièrement qu'il y en ait qui manient effectivement les deux. Mais donc voilà, Zoro qui est un personnage donc effectivement qui manie 3 sabres.
Donc voilà. En tout cas, pour la première impression, pour en rester sur l'histoire des premières impressions, pour cet acteur-là, le choix est validé. Déjà, effectivement, c'est celui qu'ils ont pris, pour lequel ils ont pris un acteur asiatique, ce qui est on ne peut plus logique, parce que très clairement, Zoro, au sein du manga, c'est le perso qui représente le Japon. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit dans sa tenue, que ce soit dans sa mentalité de quasi-samouraï. Enfin voilà, de toute façon, sur tous les côtés, c'est clairement un personnage qui représente le Japon. Donc là-dessus, forcément, c'est validé de ce côté-là. En Est-ce que plus, tu le peux fait d'avoir rajouter par rapport à ça que tu dis qu'il représente le Japon? comme tu as remarqué, il nous manque des choses dans son background. Ce qu'on sait par contre, c'est que, en gros, pour nous, son histoire commence dans un dojo. Ça, le petit élément, enfin l'élément dramatique quand même qui le pousse à aller plus loin dans son... On le rencontre en tant que gamin rebelle qui veut devenir très fort et qui. Alors l'histoire est différente selon le manga et selon l'animé en plus. Ils ont un peu modifié ça, donc je sais plus laquelle est laquelle. Mais par contre, de base, c'est un gamin qui va défier de dojo en dojo. Je crois que ça c'est dans l'anime où il va défier de dojo en dojo, et dans la vraie histoire, il vient de ce village-là et il veut rentrer dans ce dojo. Il veut défier le maître, il se fait battre par Kuina, qui est la fille du maître du dojo. De là, il fait partie du dojo jusqu'au jour où Kuina, son ami d'enfance, meurt, qui était plus forte que lui. Et c'est de là qu'il fait sa promesse, qu'il demande au maître de garder le sabre qui appartenait à Kuina, le sabre de leur famille, et qui décide qu'il deviendra le meilleur épéiste du monde pour rendre hommage à Kuina. Évidemment. Ouais. Et enfin, je veux dire, sa tenue avec cette ceinture très large comme ça, qui est complètement inspirée des tenues japonaises, sa mentalité, à s'entraîner, il fonctionne énormément sur ce qu'on appelle le Bushido, donc les principes du samouraï. Enfin voilà. Et alors pour ceux qui sont plus loin dans la série, eux savent qu'il y a des éléments encore plus importants qui font que voilà. Évidemment, il est très lié à ce qu'on pourrait considérer comme le Japon. Mais j'en dirai pas plus, voilà. Parce que ça, c'est quand même dans les derniers arcs. Ok. Donc, ouais, première bonne impression, en tout cas pour toi, de ce côté-là, Mackenyu en Rohan Zero. Ouais, en termes de choix, oui, c'est validé. Il correspond à ce que. Alors, il y en a qui disaient il fait trop jeune. Faut se rappeler que c'est un manga. Et que quand on vous dit l'âge d'un perso dans un manga, ça n'a rien à voir avec la vie réelle. Les persos de 15 ans dans les mangas ont l'air d'en avoir 40 dans la vraie vie. Ou parfois, les gamins, où il y a le fameux non, elle a 200 ans. Oui, elle a l'air d'avoir 12 ans, mais en fait, elle a 200 ans. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Moi aussi. On peut faire. Donc voilà, il y a les deux extrêmes. Jojo, dans Jojo Bizarre Adventure, je vous rappelle que les héros, à chaque fois, ont 14-15 ans. Donc voilà, faut pas s'étonner. Donc oui, il fait plus jeune que le manga visuellement, c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc voilà, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Ok. Bah, moi, comme vous l'avez compris, Mackenyu Zoro, comme je l'ai dit, j'ai pas tout vu parce qu'il a quand même une sacrée carrière. Les Kenshin, par exemple, il faudrait que je regarde, au moins pour, comme on disait, voir ce qu'il vaut en. Il paraît que l'adaptation est assez bonne en plus. De Kenshin. C'est quoi le bon terme? En épéiste, voilà. Mais parce que sinon, je l'ai vu dans deux œuvres. Ouais, c'est ça, deux œuvres. Un film qui traite, bon, là, pas de ce domaine-là, un peu plus de la NASCAR, etc. Bon, forcément, c'est pas le film de l'année, mais je trouve qu'en fait, c'est un rôle qui lui permettait déjà, il avait le rôle principal, en fait, avec 2-3 autres, qui lui permettait déjà offrir une palette, en fait, en termes d'émotion, en jeu d'acting. Donc, je trouvais déjà le bonhomme assez intéressant. Moi, il arrivait un peu à m'émouvoir par moment avec ce qu'il nous était raconté, forcément. Et puis, il y a Tokyo Ghoul, où il avait déjà un rôle, je pense, peut-être le rôle principal, je ne sais plus. Il me semble que c'est le rôle principal que moi, je n'avais pas lu. Ouais, c'est le rôle principal, ce sera mieux. Je n'avais pas lu et vu en animé. Donc, je découvrais, j'avais un peu échangé avec certains, la connaissent peut-être, Annelise de Santo, gros fan d'animé et peut-être de manga, je pense. Il me semble les deux. Et donc, il m'avait expliqué un peu que c'est forcément un peu plus, évidemment, plus développé, etc., que ce qu'ils nous ont montré dans le film. C'est sûrement comme ça, pour diverses raisons. Et donc, ouais, j'avais déjà un peu, comme vous l'avez compris, vécu, on va dire, avec cet acteur. Donc, ouais, quand j'ai découvert celui-ci parmi les autres plus connus, je vais dire, content, sachant que par rapport à ce que j'en ai vu et du très peu
J'ai pu en comprendre de Zoro, je pense, en termes d'acting, qui peut vraiment nous offrir une belle interprétation. Maintenant, avoir le reste, comme on disait, pour les combats, une nouvelle fois, ça fait partie de l'œuvre de One Piece. Ça fait partie, tu me diras, davantage, parce qu'il n'y a pas que ça, forcément. C'est un des éléments qui aide à développer les thématiques de plein de mangas et d'animés, mais qui fait partie quand même de cette culture, comme on peut avoir dans certains comics, hein, les fights, etc. Donc vraiment, une nouvelle fois, comme on l'a dit pour Luffy, à voir ce que ça va donner pour Zoro. On peut passer à un autre personnage, le premier personnage féminin. On va rester dans l'ordre de ton image. Nami, Emily Root. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On reste dans l'ordre des rencontres. Excuse-moi de dire que ouais, il va y avoir du spoil d'une certaine manière, que c'est ce qu'elle va faire d'après son vécu. Forcément, on va la faire rencontrer l'équipage en construction. Elle doit voler l'argent pour, on va dire, aider son village à cause vraiment d'une chose qui lui est arrivée par rapport à sa mère. Voilà. Et là, ça a déjà été un gros coup de cœur pour moi d'après le film que j'ai vu, parce que je trouve qu'en tout cas, d'après les deux autres personnages amorcés, c'est celle qui offre déjà le plus en termes d'histoire, le plus d'humanité, d'émotion, de background. Et je te laisse en dire davantage, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de son personnage, sachant qu'en plus on veut faire découvrir cet animé, manga, peut-être aussi pour la série aux gens. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire de Nami? Peut-être de l'actrice aussi. Voilà. Nami, c'est un personnage qui est super intéressant, très clairement. Donc ouais, qui rentre pas dans l'équipage tout de suite, il les rencontre d'abord, et si forcément parce que c'est Luffy, elles en fait directement partie, mais en réalité ça arrive un peu plus tard. Mais ouais, donc un personnage avec un background super intéressant, qui va au début un peu se servir d'eux, mais les choses, on va découvrir que les choses sont pas aussi simples qu'on pourrait le penser, qu'il y a des raisons. Qu'il y a des raisons qui font que jusqu'à ce que Luffy gagne sa confiance. Et oui, de toute façon, pour tous ceux qui ont commencé One Piece en tant que manga ou en tant qu'animé, vraiment il y a eu le début. Il y a eu le début où One Piece, bon, on se jette dedans. Moi, je sais que j'avais mis du temps à l'époque, l'histoire de pirates, c'était pas trop un contexte qui m'intéressait plus que ça, je savais pas trop. Donc j'avais mis du temps. Et quand on commence One Piece, arrivé au moment de l'histoire de Nami, quand il se passe certaines choses, c'est considéré en gros par tous les fans de One Piece comme la première fois où on se rend compte qu'on est en train de dire quelque chose qui n'est pas comme ce qu'on avait lu avant. Où là, il y a un truc en train de se passer et que One Piece est spécial en fait. Et voilà, il y a un moment en particulier qui en général est le premier moment où on verse des larmes dans One Piece, évidemment. Excuse-moi, donc, voilà. Pour ceux qui ont peut-être vu Pirates des Caraïbes, je trouve ça... des notes. Attention à ce que tu vas dire. Oui. Non, tracasse. Hein. C'est moi qui aime bien ces films-là pour plein de trucs, ce qu'ils avaient, enfin, pour l'ensemble de ces films-là. Là, je trouve qu'en fait, par rapport à Pirates des Caraïbes, où ça reste quand même du blockbuster, même s'il y a des trucs que j'aime bien dans ce qu'ils racontent, etc., comme je l'ai dit. Là, on nous apporte, à contrario, un élément, je trouve, assez réaliste, c'est-à-dire, on arrive sur je disais plutôt Arlong. Arlong fait partie de cet arc-là, et amène le côté des pirates qu'on n'a pas forcément vu, peut-être dans Black Sails, hein, pour ceux qui sont encore plus fans, ou en tout cas plus penchés sur le côté historique de la piraterie, de l'ère de la piraterie. Mais vraiment, voilà, c'est la première fois, en tout cas pour ma part, tu me diras toi, et c'est peut-être ce que tu voulais dire sur papier, où tu vois des pirates, en fait, faire leur... ne pas être... Il n'y a pas le côté, en fait, comment dire, du début avec Luffy, où on a ce côté... imagerie fantastique, on pourrait même dire au-delà de ça, poétique de la piraterie. Là, on a le côté autre, on a le côté noir. Au-delà de ça, ce qu'il faut, au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, de Nami. Au-delà de ça, au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que One Piece, sous un couvert très coloré, très youhou, tout va bien, c'est aussi hyper sombre. Enfin, ça parle de plein de choses super sombres, et il se passe des choses super sombres. Et c'est un truc très terre à terre, en fait, finalement. Non, c'est pas une histoire de terre à terre. Oui, non, mais de ce côté-là, dans ce que ça amène dans l'histoire de Nami, c'est ça que je veux dire de son côté. Ouais, mais c'est pas une question de terre à terre, c'est une histoire de ton, de tonalité. Ça veut dire que, en même temps, il y a ce côté très manga, des fois très drôle, très gaguesque, très exagéré. Sauf que derrière,
les membres de l'équipage ont tous des backstories qui sont hyper sombres, qui sont vraiment dark, et pas dark en mode gentil, et c'est vraiment dark. Et même dans l'univers, il se passe des choses extrêmement dark. Et One Piece, dans son moment, je veux dire, ça aborde des thèmes sur l'esclavage, sur le racisme, mais de manière ultra bien faite. On parle pas des trucs un peu qui énervent souvent des gens en ce moment, où c'est un peu foutu dans... Là, c'est partie intégrante de l'histoire, de manière extrêmement intelligente, extrêmement bien amenée, et qui a ce truc que j'aime, de te faire poser des questions, de pas t'apporter des réponses, mais de te faire poser des questions. Et voilà, il y a une intelligence d'Eiichiro Oda là-dedans qui est impressionnante. Et du coup, Nami, effectivement... Excuse-moi, la mort, la trahison, et puis Nami, un des éléments qui sont très bien retranscrits aussi dans son histoire par rapport au film que j'ai vu, c'est vraiment les quelques minutes où elle parle, je ne sais plus le nom du personnage, je crois qu'ils ne le disent pas, du militaire qu'il a, on va dire, sauvé il y a des années. Enfin, par rapport à cet élément-là, vraiment, par ce Belle-Mère, tu parles. En fait, tu parles de Belle-Mère. Oui, dis-moi. Belle-Mère. C'est ça. Donc, ce qui se passe en fait à ce moment-là, comme il pourrait arriver à plein de personnes, en fait, se demander où on se situe par rapport à des membres de notre famille, etc. Mais je trouvais ça aussi une fois très pertinent par le visage d'un enfant, par ce qu'elle vit, etc. De se dire, enfin, je me situe où, comment. Et puis c'est le principe de question de repère, en fait. Voilà. Et puis c'est tout ce truc de c'est quoi une famille recomposée une famille recomposée qui est tout autant, si ce n'est plus, que ce qu'aurait été sa famille de sang. Enfin, sa sœur qui n'est pas vraiment sa sœur, mais qui est totalement sa sœur. Pareil pour Belle-Mère. Enfin, voilà, c'est vraiment, en plus, cette histoire de famille composée, Enfin, vraiment, One Piece, là-dessus, voilà, c'est une des choses qui ont fait aussi la richesse et la profondeur. C'est qu'il n'a pas peur d'aborder... et ça peut passer d'un gros moment gag, youhou, tout est fun, machin, à une partie super dark qui s'assume totalement et c'est pas du MCU où on va faire une blague dans le dark pour que ça passe tout seul. Non, le dark est dark, mais voilà, il y a cet équilibre dans les tons qui font qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui en ressort. Donc voilà, donc Emily Rudd, quand je l'ai vue, déjà, très clairement, ça je pense qu'on est tous d'accord, c'est le perso qui ressemble le plus au perso d'origine. Personne ne va nier que oui, pour jouer Nami, c'est parfait. En plus, on va pas nier non plus que toute personne de quelque genre, sexe que ce soit, attirée par le sexe féminin, ne peut pas ne pas la trouver extrêmement charmante. Donc, elle a tout ça qui joue pour elle, évidemment, déjà de base. Après, je t'avoue que je connais pas l'actrice, donc je peux vraiment pas juger ce qu'elle a fait avant. Apparemment, elle a déjà joué dans une ou deux productions de Netflix, dans First Street. Il me semble que c'est Netflix. Donc, il y a une vidéo qui était assez marrante qu'elle a postée où elle passait vraiment de tout gentil à un autre ton. On aurait dit vraiment, ça aurait pu être Nami qui parle à Luffy et Zoro et qui direct après parle à Chopper. Ça fait un peu cette différence. Je crois que c'était joué pour ça, il me semble. Après, peut-être que c'était plus littéral avec des gens qui parlaient dans le chat. Mais, Parce qu'en plus, il faut bien comprendre, dans le manga, par exemple, un exemple tout bête de ce qui est Nami dans le manga, par exemple, je disais tout à l'heure que Luffy, personne ne peut le blesser. Tu peux pas le blesser avec des coups normaux à part avoir certains pouvoirs. À part Nami. Chaque fois que Luffy fait trop de conneries, par contre, tu vas voir Luffy après avec des bosses partout sur la tête, de manière hyper exagérée, parce que c'est Nami, et que Nami fait la loi une fois sur le bateau. Ça a beau être le capitaine, faut pas emmerder Nami. Donc voilà, ça c'est un des petits détails assez rigolo là-dessus. Et pareil pour Zoro. Ça a beau être le perso le plus badass de l'équipage, s'il énerve Nami, pareil, elle l'assomme, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Mais donc ouais, c'est un perso, pareil, c'est un perso qui doit avoir cette innocence apparente, mais derrière c'est une peste. C'est une peste totale. Une peste. Après, peut-être que tu parles au sens littéral de l'œuvre. Alors je vais être plus précis. Ouais, vas-y. Elle a une apparence de naïveté et de pureté. Derrière, c'est une peste, c'est une manipulatrice extrêmement douée. Faut voir Nami qui va faire des courses, qui arrive à partir avec des montagnes de fringues en se faisant payer par le mec à force de marchander avec lui et de la lui mettre à l'envers. Mais derrière ça, c'est aussi un perso avec un cœur absolument énorme. Il y a les trois épaisseurs. C'est vraiment une apparence de
de naïveté, elle sait servir de ses charmes. En même temps, elle est extrêmement intelligente et extrêmement manipulatrice. Et derrière ça, c'est un perso absolument merveilleux, qui est une des fans favorites de toute façon, et qui derrière ça a des qualités immenses. Et qui est essentielle. S'il n'y a pas de Nami dans l'équipage, Luffy fait pas 3 mètres. C'est la seule à être capable de les emmener d'une île à une autre. Sans elle, il n'y a pas d'aventure. Il tournerait en rond autour d'une île et coulerait au bout de 2 jours. C'est ça. En étant mort de faim. La partie cartographie, celle qui la maintient dans cet équipage. C'est un des trucs géniaux dans l'équipage, et ça, j'espère que ça sera représenté. C'est une des parties les plus importantes de One Piece, où Luffy l'a lui-même dit plein de fois. Sans eux, je suis incapable d'aller plus loin. Je n'arriverai pas à mon but sans eux. Parce que chacun de ses défauts est compensé par un de ses membres d'équipage. Il a besoin de Sanji pour... Vas-y. Comme ça représente bien une équipe, en fait. Par les défauts de chacun, ils se complètent tous, en fait. Défauts et qualités. Ah ouais, et c'est quelque chose qui est vraiment encore plus vraiment présent dans One Piece, où vraiment il y a ce côté de ah non, mais sans eux, je suis mort, sans eux, je suis foutu, de toute façon. Et voilà, lui a son rôle. S'il faut défendre l'équipage et le dernier debout qui sera là pour protéger tout le monde, ça sera lui. Et c'est bien que tu le dises, parce que justement, dans l'arc Nami, celui qui va aller déterre la sauver le premier, c'est lui, quoi. Avec le petit élément, allez, tiens, j'y vais. Et je vais défoncer l'ennemi, quoi. Mais c'est là, je vous le fais dans les grosses lignes. Je vais défoncer l'ennemi. Comme on l'a dit plus tôt, je pense que vous l'aurez compris, il y a un contexte qui est posé avec Nami. À chaque fois, cette scène, rien que d'en parler, j'ai les poils, cette scène, à chaque fois. Cette planche, elle est incroyable. Mais ouais, mais en fait, Luffy, c'est celui qui va croire, en plus. Qui va croire dans les gens. Tu vois... Avec ce qui se passe avec Nami, par exemple, quand les autres est plutôt David abandonné ou quoi, de se dire juste elle nous a trahis, Luffy, c'est celui qui croit dans les autres et qui refuse d'arrêter d'y croire et qui donnera toutes les occasions. Après, il faudra que ça vienne de toi. Par contre, pour qu'il t'aide, il faut que toi-même tu fasses le choix de grandir. C'est un personnage qui veut faire grandir les autres, mais qui les abandonnera jamais. C'est rigolo parce que Luffy, c'est vraiment un personnage qui, derrière son apparente naïveté, a une empathie énorme et a une extrême compréhension de l'être humain et de l'autre. On croit qu'il ne comprend rien et qu'il est naïf, mais ouais, il a cette intelligence, totalement cette intelligence de l'autre et de comprendre l'autre, de comprendre ce dont il a besoin, de comprendre ce qu'il faut faire et lire derrière les lignes. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. Et par exemple avec Nami, où lui, du début à la fin, veut y croire, alors qu'en plus, si on raconte la backstory, il s'en fout, lui, il va faire une sieste, il n'a pas envie de savoir. Par contre, c'est je crois en toi, je sais que j'ai raison de croire en toi, donc je ferai ce qu'il faut. Par contre, à toi de me demander. Mais une fois que tu me demandes, quitte à crever, je lâcherai pas tant que je ne t'aurais pas aidé à résoudre ton problème. Ça, c'est vraiment Luffy. Et qui est rendu extrêmement bien dans l'arc des hommes poissons, effectivement. Mais donc, Emily Rudd, ouais, non, puis avec sa bouille d'ange, en plus, je suis pas objectif, j'ai envie d'y croire. Mais je le dis franchement, honnêtement... toute mignonne, tu vois qu'elle a super envie aussi, que... Après, tous, les acteurs en général, hein, je crois pas au projet, en même temps j'ai envie de croire en eux, parce que voilà, ils sont tous tout cute, ils ont envie de se donner à fond, et je respecte ça à mort, donc j'ai pas envie de leur en vouloir à eux de pas croire au projet. Pas de problème. Du coup, on peut passer pour enchaîner. Allez, je vais faire comme ça. Ah, Usopp, le gars qui était... méga chaud avec son t-shirt. Donc l'acteur, tu me diras le nom, l'origine. Alors le nom de l'acteur, c'est Jacob Romero Gibson. Romero Gibson. Je t'avoue, je sais pas d'où il est de base. Donc dans le manga Usopp. Oui, des origines qu'on ne sait plus. Afrique. Mais il me semble que je l'avais vu, en tout cas acteur américain, etc. Californien, ouais. Un truc du genre. Avec Usopp, donc il y a un perso qui lui normalement. Ah oui, alors on n'a pas dit. Nami normalement, elle de base son origine comme dit par Eiichiro Oda, c'est suédoise si je me trompe pas. Donc voilà, elle est pas suédoise, mais bon sur le physique ça colle, il y a pas de souci. Donc Jacob Romero Gibson, donc Usopp lui normalement, alors lui a une origine large qui est Afrique, ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Je t'avoue que moi dans la retranscription de Usopp dans le manga, je l'avais toujours beaucoup plus vu typé Afrique du Nord.
clairement, parce qu'il n'est pas vraiment black dans la série, donc je le voyais plus Afrique du Nord. Après, bon, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Ouais, De toute façon, il faut avouer qu'un perso. De faciès, je trouve. Bah, moi, il m'a toujours paru plus, plus nord-africain, en fait. Ça me paraissait plus logique. Mais bon, après, voilà, ça, après. Maintenant, bon, bah, après, il y a la coupe de cheveux, donc ça aide. Forcément, il y a la coiffure. Je sais pas, faut voir. Après, Usopp, faut se rappeler que dans le manga, c'est un perso qui a déjà une particularité physique, qui est qu'il a un nez absolument immense, vraiment à la Pinocchio, donc très très fin, un tube. Vous collez une paille à la place du nez, en fait, ça donne ça. Bon, ça, j'imagine qu'ils vont pas le retranscrire parce que ce serait compliqué. Ouais, je pense pas. Dans le manga, ça a du sens parce que justement, le perso représente Pinocchio dans sa propension à mentir absolument tout le temps depuis la minute où on le découvre dans l'histoire. Sachant après que les mensonges d'Usopp deviennent quelque chose d'assez drôle et d'assez pertinent plus on avance dans l'histoire. Mais excuse-moi, on peut le dire pour le personnage. Déjà, quand tu le dis Timon de l'histoire de Pinocchio, bah, ça va l'amener à la rencontre de Luffy et l'équipage en construction. Qui, en plus, comme Nami, apporte des éléments très intéressants en termes de dramaturgie et de sa personnalité à lui, en fait. Et du coup, de confrontation, etc. Ouais, bah Usopp, c'est encore un personnage avec une backstory horrible où son père les a quittés très tôt pour devenir un pirate et fait partie d'un équipage très important. Il y a Sop, hein, donc celui de Shanks le pirate aux cheveux rouges, le roux, que rencontre que Luffy durant son enfance. Bah Shanks qui est celui qui est le modèle de Luffy, qui est celui qui a donné son chapeau de paille à Luffy, qui est un pirate, enfin voilà, tu parles à n'importe quel fan de One Piece de Shanks, c'est le perso qui apparaît une fois toutes les plusieurs années, mais à chaque fois qu'il apparaît, tu sais qu'on n'est pas là pour déconner. Donc ouais, Shanks c'est quelque chose. Et d'ailleurs avec la putain de nouvelle du prochain film One Piece, qui serait basé justement, qui se focuserait sur Shanks, et ce qui est une grosse nouvelle pour les fans de One Piece justement. Et donc voilà, normalement on va avoir un film basé sur lui. Avec Shanks, du très peu que j'ai vu, forcément, je prends des grosses, j'ouvre les gros guillemets. Ce que j'aime bien, en fait, je trouve juste ce point-là avec Jack Sparrow, c'est qu'il a ce côté très. Je peux avoir mon moment très sérieux, en fait, un peu comme Luffy. Avoir le moment très sérieux et puis partir le moment après qu'ils ont fait partir leurs premiers ennemis, je vais dire ça, quand ils reviennent de leur voyage, que je ne sais c'était lequel, et puis qui se fait « Oh merde, Luffy, il est où ?» Je fais ça, c'est genre moment où je kiffe parce que ça met un peu d'humanité en fait. C'est pas juste un archétype, une caricature du mec, du pirate, je suis chef, je suis très sérieux. Non, il a ce côté aussi où je me relâche et je me pose vraiment des questions. Oh merde, qu'est-ce qui se passe Il a ce côté très drôle, et derrière ça, c'est un côté qui est bien plus mystérieux qu'on le pense au premier abord. Mais il y a tellement tu peux regarder des mois entiers de vidéos théories sur Shanks sans jamais avoir regardé deux fois la même. Parce qu'il y a vraiment plein de choses à discuter autour de ce personnage alors qu'on l'a très peu vu. Mais ouais. Et donc Usopp, avec une backstory très, très sombre aussi, mais qui est un personnage pareil. Usopp, si tu veux, ce que j'attends de l'acteur, Usopp, c'est le personnage qui amène encore plus peut-être que Nami, qui amène la normalité au sein de l'équipage. Disons, en fait, il y a ce qu'on appelle dans l'équipage de One Piece, il y a ce qu'on appelle le trio des faibles. C'est-à-dire, tu as le trio des monstres, qui est Luffy, Zoro, Sanji, donc les trois qui sont surhumains, qui sont au niveau d'un personnage de Marvel. Et tu as le trio des faibles, qui de base... Alors après, la dynamique de l'équipage change un peu ces derniers temps, parce que voilà, il y a eu des évolutions, mais en gros, dans tout l'équipage de base, le trio des faibles qui était Usopp, Nami et Chopper. Sachant que d'autant plus Nami et Usopp, il y a des années, ouais. Nami et Usopp sont les plus faibles dans l'équipage et sont des humains qui n'ont pas de capacité physique hors du commun, à part qu'Usopp effectivement est un incroyable sniper déjà dès le départ. Nami est très à droite, très agile, c'est la chatte voleuse
son surnom en tant que voleuse, un peu à la, c'est Catwoman en gros, mais par contre ils n'ont pas, aucun des deux n'a de capacité de combat surdéveloppée, ils n'ont pas la résistance physique qu'ont les autres, ils n'ont pas l'endurance physique qu'ont les autres, donc voilà, c'est un peu si tu veux ce que représente Hawkeye au sein des Avengers. Ouais. C'est le Sachant perso qu'en qui est un plus, peu... Usopp, il a, si je puis dire ça comme un gag, il a ce truc, son arme c'est quoi? C'est un lance-pierre quoi. Bon après il lance pas des pierres littéralement, mais il a quand même son élément à lui, c'est ça quoi. C'est ça. Après, il y a un truc dans la série qui me fait un peu peur, par contre. C'est qu'Usopp... ça, je vais le dire, parce que c'est un spoiler, mais minime. Et de toute façon, One Piece, là, depuis tellement longtemps. Mais dans One Piece, il y a une ellipse temporelle à un moment, dans l'histoire. Il y a une ellipse de 2 ans, où les personnages reviennent en s'étant entraînés et en ayant changé. De toute façon, l'ellipse, c'est un point commun de tous les mangas, voilà. Je dis pas à quel moment, je dis pas combien, mais voilà, il y a un moment, une ellipse de 2 ans. Et Usopp, dans toute la première partie du manga, c'est un personnage qui est pas du tout baraque. C'est un personnage qui est assez fin, qui a des petits bras, qui est pas du tout un personnage très physique. Et justement, lui, sa grande évolution de ce passage des 2 ans, c'est qu'il revient beaucoup plus baraque. C'est pendant 2 ans, il est sur une île où il doit survivre, pour certaines raisons. Enfin voilà, il est dans un endroit où tout veut tuer tout le temps. Donc il revient très changé physiquement. Et quand je vois l'acteur, et mentalement, il a changé, pas complètement, mais bon, il a évolué. Mais il évolue tout au sein de l'histoire, tout au long de l'histoire, donc ça va. Mais donc voilà, je sais pas, alors j'ai pas été regarder les photos de torse nu de l'acteur, je t'avoue que j'ai pas été chercher ça. Mais voilà, Usopp, c'est vrai que c'est un personnage... Excuse-moi, ce que tu parles, c'est déjà dans l'Arceus Blue que tu poses au départ, c'est un personnage qui est très fin. Au départ, oui, mais ça change bien plus tard. L'élément d'évolution physique et mentale, c'est dans Is Blue déjà. Non, l'évolution physique arrive bien plus tard. Ah, okay. Pendant toute la première partie. Il est encore jeune, début de vingtaine. Non, mais ce que j'ai peur, c'est qu'il soit trop baraque maintenant. Ah ouais, qu'il le fasse déjà. Je sais pas comment est bâti l'acteur, mais logiquement, Usopp doit être bien moins baraque qu'un Sanji, qu'un Zoro, et même qu'un Luffy dans Comment les muscles dessinent. Ça, dès le début, et jusqu'à bien plus tard que ce que tu as vu toi. Donc, voilà, c'est après où il revient baraqué. Mais tout le début, il n'est pas du tout, et ça évolue pas là-dessus. Ça évolue quand il y a ces 2 ans de pause, où là, il a son entraînement intensif, et il revient changer. Donc voilà, c'est minime, c'est un petit truc, mais ça fait partie des détails, effectivement, quand tu es lecteur. Faut qu'on voie le résultat final de Netflix, et puis qu'on voie où ça amène pour lui, alors. Après, donc, voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop juger plus parce qu'on n'a pas vu grand-chose de lui. Donc, ça dépendra vraiment de l'écriture, de comment c'est joué. Voilà, ça c'est trop tôt pour vraiment... Première bonne impression, alors du coup, pas pour de ce qu'on a. Première impression neutre, ça peut le faire, complètement. Mais j'ai pas eu de côté plus axé sur le psychologique qui me donne moyen d'avoir une première impression réelle sur ce que sera son jeu. Oui, il faut peut-être voir un premier teaser, quoi. Ouais, voilà. Je pourrais juger à ce moment-là. On va passer au dernier, des Mugiwara de base, si j'ai bien utilisé le nom, il me semble. Sanji, le cuistot que je remplace donc, que beaucoup ont fait la blague, comme tu l'as fait aussi, c'était marrant qu'on remette dessus, le Eminem de la monde à cause, grâce, on va dire, à son charisme. Donc là, je trouvais j'avais regardé, là pour la partie, je place direct, peut-être que tu l'as vu aussi, la Ligue des Nakama qu'on parlait, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, le personnage de base, je savais déjà, en fait, est typé francophone dans l'œuvre. Ah, il est français, oui, bien sûr. C'est ça. Oui, et donc, à l'accent qui va avec, etc. Ce qui fait peut-être aussi le côté cuisine dans l'archétype et bien d'autres choses. Et en fait, là, ils ont pris un acteur qui est des îles Canaries. Donc, en fait, on change l'ethnie, sauf que, comme ils l'ont dit, en fait, la Ligue, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, avec tout ça, il y a une autre culture, forcément. Et il y a un autre accent. Donc, je pense qu'en fait, ça peut peut-être titiller certains fans, du fait qu'il ne soit pas français, etc. Mais finalement, je pense que tu m'en diras, toi qui as lu et vu, etc., davantage, une nouvelle fois. Je pense que l'essence est quand même là. Il y a l'accent et il y a une autre culture liée au monde, si je puis dire, liée au monde. L'accent, non. L'accent, j'espère pas. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que. Tu vois, on n'a pas l'accent français, mais il a un accent britannique qui est là. On l'a entendu dans la vidéo Natro. Il fait que les personnages peuvent dire.
Il vient d'où, comme disait la Ligue, en fait. Alors Sanji, donc effectivement, est français dans l'imaginaire de Oda. C'est ça. Sauf que il n'y a pas de dire d'accent quoi. Même dans l'animé, il n'y a aucune histoire d'accent français ou quoi que ce soit. Par contre, Ce que j'ai alors là, par contre, et là où il faut pas que j'en dise trop, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir un acteur qui a un accent anglais, Et il a un truc poussé pour le. Enfin, l'histoire nous amène, comme il disait, voilà, développer. stop là-dessus. Sa famille est développée par la suite, quoi. Oui, non, mais stop, pas de mots là-dessus. Mais voilà, l'accent anglais apporte quelque chose par rapport à son personnage qui est intéressant et qui fait sens pour son évolution. Donc, et de toute façon, il faut bien voir que si j'avais pris quelqu'un avec l'accent français, c'est une série dans tous les cas qui est tournée en anglais. Donc ça serait très vite très relou, voire caricatural, de prendre un accent qui soit émule, soit même vraiment un accent français. Enfin, ça deviendrait très vite rébarbatif. Du coup, je préfère qu'ils prennent un accent qui a un accent anglais. Dans l'histoire de Sanji, ça fait beaucoup plus sens et c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue narratif et dans ce que ça va donner à l'écran. Donc pareil, non, ça me choque pas du tout. C'est pas gênant ça. Après, l'acteur en lui-même, je pense qu'avec la coupe de cheveux, ça peut le faire. J'ai vu des vidéos là dernièrement où il s'entraîne justement parce qu'il faut savoir que Sanji, donc c'est un personnage qui ne sert que de ses pieds pour se battre parce qu'il considère que ses mains sont réservées à la cuisine. Donc il ne se... C'est logique. Donc il ne se bat qu'avec ses pieds. Et donc j'ai vu des vidéos d'entraînement effectivement de l'acteur. Et enfin c'est cool, c'est bien. Du coup là il est vraiment à fond sur sa phase d'entraînement, c'est donné pas mal. C'est déjà comme disait la Ligue parmi tous les autres, enfin hormis McKenyu qui est déjà un peu taillé. Et là le voir en truc. Tu vois que le mec est baraque déjà. Il a pas commencé il y a 3 jours à faire de la muscu quoi. C'est ça. Tu vois que c'est un sportif. Après, quoi. avec la coupe de cheveux, ça peut le faire. Alors par contre, là, tu vois, contrairement à Usopp, on a un détail physique. Ouais. Le sourcil, là, par contre, voilà, faut savoir que Sanji, c'est un perso, donc il y a un œil caché et on voit l'autre œil avec un sourcil en spirale. Et là où Usopp, à la limite, tu peux t'en passer, Sanji, ça a de l'importance d'un point de vue narratif. Donc, voilà, là, j'espère par contre qu'ils vont le faire plus discrètement, enfin un truc un peu, je sais pas exactement comment, mais là, ça a son importance. Un truc plus appuyé, en tout cas, qui peuvent pas passer. Ouais, là, c'est plus compliqué de s'en passer dans l'histoire que tu racontes. Donc, j'espère qu'il y aura le détail là. Après, l'acteur, je valide. Je pense qu'avec la bonne coupe de cheveux, du coup, avec les costards et tout ça, ouais, il y a moyen que ça le fasse. Mais qu'est-ce que tu aurais rajouté après cette petite heure sur le Bah, cast, le cast un truc. Fujiwara, Bah, pour moi, il manque une personne super importante, en fait. dis-nous. Il y a une personne dont on n'a pas le casting, qui, pour moi, vu la partie dont on traite, est quand même super importante. Kobe. Dis-moi qui c'est. Kobe, Bah, c'est le petit marin. En tout cas. Kobe, c'est son premier, c'est le premier pote de Luffy quand il part à l'aventure. C'est ce petit gamin à lunettes qui veut devenir marin. Ouais, ok, ouais. Avec les cheveux un peu rosâtres. Un peu violet, un peu à la train, ouais, un peu plus rose, oui, t'as raison. Mais Kobe, qui est un personnage qu'on revoit régulièrement dans le manga, et qui est son premier compagnon qui est son tout premier compagnon de voyage, c'est avec Kobe qu'ils vont rencontrer Zoro. Donc, Ouais, il faut voir. Hein, je pense qu'ils sont, hormis ce qu'on a eu, en fait, ils restent très discrets. Donc, une nouvelle fois, je pense, pour les deux facettes, pour peut-être garder la surprise d'avoir un truc qui est vraiment travaillé, intéressant. Et aussi, à mon avis, par peur, comme on disait, de certaines craintes que tu as et d'autres fans de l'œuvre de base, de se dire on va vous donner ça, on laisse tweeter ça et on s'en prend plein la tronche, Et puis alors, avant que ce soit sorti. Donc, je pense ils n'auront pas de problème. de surveiller leur production comme ils le font. Moi, ce qui, par contre, de ce côté-là, et je vais partir sur le négatif, c'est pas par rapport à l'œuvre forcément que où j'ai moins de connaissances que toi, mais par exemple, moi, un détail, c'est là où j'aurais aimé au moins avoir un truc qui leak, c'est on parle quand même de piraterie, de bateaux, t'as rien. Donc moi, ce qui me fait un peu peur, c'est même s'ils sont à Cap Town pour le moment, c'est d'avoir des trucs trop studio à ce niveau-là. J'espère qu'on aura un brin quand même de réalisme au niveau des navires, etc. Donc, je ne demande pas qu'ils fassent des navires de 40 mètres, même si l'œuvre propose des trucs très fantastiques, mais voilà, qu'il y a quand même un brin de réalisme.
Je veux dire, Ouais. apporter de la nuance, enfin, apporter de la caractérisation à l'œuvre live action. Ouais, c'est vrai que les scènes en mer, ouais. Ça, évidemment, ça va être tourné en. J'imagine que ça va être tourné en studio sur fond bleu ouvert. Donc, ouais. J'estime que, ouais, j'espère qu'il y aura les moyens qui seront mis là-dessus. Ça peut vite te faire sortir du truc. Hein. Il est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Mais, ouais, faut voir. C'est vraiment, ouais, ça va dépendre des moyens, ça va dépendre du talent des équipes. Et puis du temps, surtout. C'est souvent moins le talent des artistes CGI qui jouent que le temps qu'il leur est accordé. Donc j'espère qu'ils auront le temps de faire ce qu'il faut. Ouais, voilà. Après, pour conclure moi là-dessus, ce que je dirais, voilà, c'est que sur les comédiens, je suis plutôt positif. Sur le showrunner, je suis plutôt positif. Après, voilà, encore une fois, ça n'empêche pas que je m'en cache pas. J'ai énormément de mal à croire que je vais aimer la série. Après, voilà, faut pas partir dans les extrêmes de ils ont gâché One Piece ou machin. Non, le manga continue à exister, l'anime continue à exister. Au pire, si on n'a pas envie, on regarde pas la série. Ça. Mais voilà, si on doit parler en tout cas de la série, je vois Cowboy Bebop, j'ai voulu essayer de rester objectif, même si je croyais pas dès le départ. J'ai vu le résultat. Voilà quoi. Bon, ça existe. Je la reverrai jamais la série. Alors que l'animé, je le reverrai plein de fois. Au moins, c'est bien, tu vois. Tu as vu la série F, tu te dis, bon, ben, je vais revoir l'animé que j'aime déjà. Voilà. Ah, mais complètement. C'est là où tu te rends compte à quel point l'animé est encore plus génial que tu le pensais. Ouais. Mais donc voilà, One Piece, c'est un peu ce que j'en attends. Ça me donne envie de me faire une relecture de One Piece. C'est cool. Déjà, qui plus est, comme tu le disais plus tôt, gros fan de One Piece. Oh non, mais moi, oui, je suis un énorme fan de One Piece, très clairement. Ça, pour moi, c'est une des œuvres. C'est comme dingue. Ça fait plus de 15 ans et j'en suis encore fan comme je pouvais l'être au début, si ce n'est plus. Il n'y a aucune autre œuvre qui m'ait suivi aussi longtemps. Avec le très peu que j'ai vu, très peu que j'ai vu, je peux comprendre que ça plaise. Et dis-toi que là, tu es sur le prémisse du prémisse. Voilà, je veux dire, de par ce que tu as lu, tu peux même pas te rendre compte de la richesse de l'univers qu'Oda a créé, des propensions que les événements prennent, des ricochets des choses, des personnages. Tu vois, quand on parlait de Baggy, par exemple, je comprends complètement ton avis là-dessus, et c'est l'avis que tout le monde a au départ. Sauf qu'Oda, c'est un de ces auteurs avec lequel des personnages que tu crois... Enfin, dans la plupart des histoires, les personnages, tu les verrais, ils disparaîtraient, tu passes à autre chose, et voilà. Sauf que pas avec Oda. Avec Oda, il y a plein de personnages que tu vas revoir. Alors, un tout petit peu, ou plus, mais t'en as beaucoup qui continueront à avoir de l'importance dans l'histoire. Parce que tu sens que le monde de One Piece vit, et que les personnages, une fois que tes héros sont partis, ces personnages continuent à vivre aussi. Et il se passe des choses, et peut-être que ces choses vont les faire recroiser l'équipage. Et du coup, Baggy, par exemple, voilà, comme tu dis, c'est un fan favorite, sans trop spoiler. Baggy, c'est un peu le personnage gag de One Piece, qui grimpe dans les échelons par méprise. Il se passe des choses qui font que ce personnage devient de plus en plus important, alors qu'il n'y a aucune raison vraie, mais il est juste là au moment où, et il y a des choses qui font que. Et c'est génial. Et pour ça, c'est une blague entre fans de One Piece de Baggy sera le roi des pirates, parce qu'il va se retrouver à un endroit, il va se passer un truc qui va faire qu'il... Quoi ? Comment ça, je suis roi des pirates ? De quoi vous me parlez ? Baggy, c'est ça. Et du coup, ouais, et tu te rends pas encore compte de la complexité du monde de One Piece, de l'histoire, de la politique, des différents pouvoirs qu'il y a dans le monde de One Piece, qui chacun veut... Enfin, vraiment, c'est plus tu avances dans One Piece, plus tu te rends compte de la richesse du truc. C'est ça qui est incroyable avec cette œuvre-là. C'est que là, ça arrive déjà à te plaire, alors que t'es sur l'intro de tout ce que One Piece a à t'offrir. Ouais, je comprends. C'est pour ça aussi que... Enfin, après, moi, je partais... Si j'ai pu connaître comme toi, enfin, me pencher sur l'œuvre déjà de papier, moi, déjà, je suis client, tu vois, piraterie. Même si je suis pas... dans les bouquins de cette ère-là à tous les jours, mais c'est déjà un truc qui me parle. Donc, justement, par Pirates des Caraïbes notamment. Donc, ouais, curieux une nouvelle fois, c'est pour ça aussi qu'on fait l'émission. Qui, j'espère, aura appris des choses à certains, voire peut-être, comme toi avec One Piece et Cowboy Bebop, fait revenir parmi vous des gens sur l'œuvre papier ou du côté animation et ou les deux, qui sait, qu'en sais-je. Donc, je ne sais pas, tu veux rajouter un truc pour ce premier live One Piece Non, pour moi, c'est bon. Ok. Ouais.
Merci à toi, merci à tous ceux de nous avoir suivis ici pour les Mujiwara. On vous souhaite une nouvelle fois, en tout cas, de belles lectures, de beaux visionnages. On vous remercie comme je viens de le faire et on vous dit à la prochaine. Restez actifs, n'oubliez pas de mettre la cloche, hein, c'est toujours mieux si vous voulez ne rater aucune émission. Et peut-être, voire sûrement, on parlera de One Piece, de l'œuvre de Eiichiro, c'est ça? On dit en japonais Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, Eiichiro Oda. sur la chaîne en 2022 pour parler peut-être la prochaine émission One Piece sur les fruits du démon, etc. On verra bien. En tout cas, il y a encore plein de choses à dire, comme vous l'avez compris, de tout ça. Voilà. On vous laisse, on vous fait la bise et voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao.